Moi, ce que je vois aujourd'hui sur le marché de Dubaï, c'est qu'il y a de plus en plus de projets qui se construisent. Est-ce que c'est trop tard pour faire de la plus-value aujourd'hui? Est-ce que c'est trop tard? Non. Maintenant, est-ce que l'achat-revente au niveau de la plus-value se fait différemment qu'avant? Oui. Les investisseurs vraiment qui sont implantés ici sur les Émirats, qui connaissent énormément, qui achètent depuis un petit moment, ils achètent énormément sur la zone 2. Je vais être clair à ce niveau-là, il faut s'informer, se former et faire des recherches. Le casino il va être livré entre mi-2027 et début 2028. C'est simple, Arabian Business estime une prise en valeur des biens immobiliers sur ce secteur-là allant jusqu'à 50%. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut Abder. Salut, comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie. Salut Amine. Salut, Je te sers pas la main, on est assez loin. Abder, on peut. Ça va? Tu vas bien? Ça va tranquille. Amine, merci d'avoir accepté l'invitation. Abder m'a beaucoup parlé de toi en bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un expert sur l'immobilier. On va balayer pas mal de sujets, notamment la plus-value. J'ai préparé une petite liste de questions. Tu m'as dit avant le podcast qu'il n'y avait pas de sujet tabou, donc je vais vraiment faire en sorte de te presser comme un citron pour récupérer un maximum de valeur sur cet épisode. Pour moi et pour aussi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est qu'on démarre, que je me mette un peu dans un avatar d'une personne qui souhaite investir. Je vais t'exposer ma situation. Moi, mon objectif, clairement, aujourd'hui, c'est de faire de la plus-value sur Dubaï, en investissement immobilier, tu l'as compris. Je suis un profil qui a gagné de l'argent en crypto-monnaie. J'ai réussi à faire des profits, à générer environ 500 000 euros. C'est sur un wallet, sans crypto. Je sais qu'apparemment, à Dubaï, on peut investir en crypto-monnaie. Ouais, en effet. J'aimerais savoir comment ça se passe, comment on fait et qu'est-ce que je peux aller chercher comme type de plus-value, qu'est-ce que tu me conseilles? Ok. Alors, ce qui est important déjà, c'est de savoir, quand tu parles de plus-value, tu l'estimes sous combien de temps? Aujourd'hui, sur Dubaï, et dans tous les marchés immobiliers dans le monde, mais plus particulièrement Dubaï, parce que c'est là aujourd'hui où l'immobilier tourne relativement et où on est acteur, le marché est très attractif. On a une demande d'expatriation qui est énorme. Donc forcément, tu as des nouveaux quartiers qui sortent en l'espace de 3 à 4 ans. Et quand tu parles d'achat-revente, il est important de savoir quelle est la différence entre quelqu'un qui va effectuer de l'achat-revente et sur ces 3, 4, 5, 6 prochaines années, ce qui est relativement rapide dans un investissement immobilier, ou tu vas effectuer du flip. Ce qu'on appelle du flip, c'est vraiment un achat-revente rapide, c'est-à-dire que si on se base sur le marché neuf, par exemple, tu as un délai de construction en règle générale qui est de 3 ans, et tu vas chercher à aller effectuer cette revente pendant cette construction. Donc en règle générale, au bout de 18 à 24 mois, c'est là où tu vas commencer à tâter un petit peu le terrain avec ton agent immobilier et regarder comment se comporte le marché et chercher est-ce que c'est intéressant d'aller effectuer une plus-value à ce moment-là. Voilà. Donc c'est surtout sur ça qu'il faut être précis pour que je puisse moi savoir comment t'aiguiller, donner des conseils. Ouais, pour moi, c'est le plus rapidement possible. Donc si tu me dis que c'est possible en 24 mois, je partirai sur cette option-là. Ok. Aujourd'hui, sur Dubaï, alors, tu vas retrouver donc deux marchés complètement différents. On va retrouver le marché de l'occasion, secondaire. On a des biens qui sont encore en cours de construction, mais qui ont été achetés par un premier propriétaire neuf. Et ce propriétaire-là fait peut-être de la plus-value à ce moment-là en le revendant. Et puis, tu vas avoir le marché neuf, donc, qui correspond à la VFA, où tu vas revendre un bien. Tu vas l'acheter neuf chez le promoteur immobilier et tu vas le revendre pendant cette construction si on va chercher un flip. Ce qui est important à savoir déjà premièrement, c'est de comprendre aujourd'hui, est-ce que tu as la capacité financière d'aller sur du marché secondaire de l'occasion, et là il faut une trésorerie assez conséquente, d'accord? Donc si on rachète un propriétaire, il est en cours de construction et qu'il a un plan de paiement, on va lui récupérer son plan de paiement, il aura payé peut-être 40, 50, 60% du montant de son bien, donc il faut les verser pour récupérer la suite du plan de paiement. On va aller dès le début sur un projet neuf, chez le promoteur immobilier et donc rentrer en règle générale avec 20% d'apport plus les 4% de frais notaires et suivre le cours tranquillement du plan de paiement et le revendre au moment opportun. Ok. Voilà. Moi, au niveau de ma trésor, comme je t'ai dit, j'ai environ 500 000. Après, j'ai pas envie de mettre toutes mes billes au même endroit. Ça peut être risqué si je perds 500 000, je t'avoue que ça me ferait mal. Maintenant, si tu me dis qu'il y a un truc qui est hyper safe où je peux mettre 400, 300 ou 250, alors ça dépend, tu vois. Si tu me dis que plus je mets et plus potentiellement je peux faire de plus-value, peut-être qu'il y a peut-être un budget travaux si c'est de l'ancien, tu vois, je sais pas trop. Bien sûr. Alors, pour revenir justement à ces deux marchés complètement différents, on va laisser le marché du neuf, on va parler du marché de l'occasion, d'accord, du secondaire assez rapidement
pour que tu saches à quoi ça représente, ce que ça représente en tout cas, et que ce soit assez clair pour toi. Sur le marché de l'occasion, maintenant tu sais qu'il faut une trésorerie assez conséquente. Donc sur ces 500 000 euros disponibles, par exemple, au moins 200, 250, voire 300 000 euros que tu vas utiliser aujourd'hui pour être propriétaire. Si on est sur un bien qui est en cours de construction et qui va se revendre dans un an et demi, on va aller chercher un bien qui est bien placé, avec une localisation premium. Et c'est là où on va aller chercher cette culbute. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de racheter ce bien-là à un prix hyper intéressant. On peut retrouver quelqu'un qui a du mal à payer, lui récupérer son bien. On peut retrouver quelqu'un qui n'est pas assez gourmand, qui fait une petite plus-value. Et en fonction de toutes les caractéristiques qu'on va étudier, en fonction de la localisation, le promoteur, le projet, l'exclusivité, la demande, l'offre, on va savoir si c'est intéressant lors de l'achat déjà. Est-ce qu'on fait une plus-value par rapport au marché ? Ça veut dire que déjà, lorsque tu vas acheter sur l'occasion, tu peux d'ores et déjà le voir si tu vas faire une plus-value par rapport au marché actuel. D'accord ? Ensuite, tu as l'occasion pure et dure. Tu peux très bien, avec ta trésorerie aujourd'hui, acheter un bien qui est déjà livré dans l'ancien, faire de la rénovation et le revendre. D'accord ? Okay. Ça se fait énormément. Un petit peu moins aujourd'hui, ça commence à l'être sur le marché de l'immobilier de Dubaï parce que c'est un marché qui est quand même assez récent. Mais ça se fait énormément en France, par exemple. D'accord ? On a énormément d'acteurs immobiliers qui font, qu'on appelle des marchands de biens, en règle générale, qui achètent, qui font de la rénovation, qui revendent derrière. Donc, tu as ces deux caractéristiques-là qui sont complètement différentes, qui ont une vision complètement différente, une étude complètement différente. Ensuite, sur le neuf, je vais prendre un peu plus de temps sur l'explication du neuf parce qu'aujourd'hui, moi, mon travail, justement, en tout cas à hauteur de 60 à 70% de mes transactions sont liées sur le marché neuf, puisque c'est ce qui facilite l'accès aux investisseurs et aux investisseurs à l'international. Sur le neuf, c'est une étude complètement différente. Alors, il faut faire attention, il y a des quartiers qui ont pris énormément de valeur sur ces 2, 3, 4, 5 dernières années. D'accord ? Énormément. Moi, le premier, et mes collègues et mes collaborateurs, quand on vendait ces projets, en tout cas quand on faisait une étude, c'était purement pour faire du rendement locatif. On ne parlait pas de plus-value. Mais Dubaï est allé tellement vite que nous-mêmes aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on s'est trompé parce que je reste toujours sur la même stratégie, sur la même façon de voir les choses, je te l'expliquerai. Mais finalement, nos clients ont fait de la plus-value, on ne s'y attendait pas. Bon. Aujourd'hui, la plus-value, c'est simple. Il faut prendre en compte 3 notions qui sont hyper importantes. Si tu veux, quand tu fais de la plus-value, quand tu vas rechercher à effectuer de la plus-value sur le marché neuf, c'est une forme de probabilité. C'est-à-dire qu'on va calculer quelle est la probabilité de plus-value sur ce bien-là. Okay ? Cette probabilité, elle va se calculer en 3 grandes parties. Et après, on va les détailler. La première partie, c'est la localisation. D'accord ? La localisation, pourquoi ? Puisque tu vas retrouver aujourd'hui, par exemple, sur Dubaï ou aux Émirats, et on en reparlera tout à l'heure, je pense, au fur et à mesure des questions, tu vas retrouver sur Dubaï des quartiers qui sont beaucoup plus premium, entre guillemets, que d'autres. Par exemple, si je te prends un exemple, tu as le quartier aujourd'hui de Meydan Horizon, Shoba Heartland 2, qui est entre Downtown et Dubaï Creek Harbour. Quand tu compares un quartier comme Dubai Land ou un quartier comme Meydan Horizon, Meydan Horizon est beaucoup plus premium. Tu as 10 minutes du Burj Khalifa, tu as 10 minutes de Dubai Creek, là où il y aura la plus grande tour du monde, la Creek Tower. Ouais. Tu es en face du Canal de la Serhol avec les flamants roses, donc tu as des vues exceptionnelles sur la Skyline et Downtown. Tu es à peine 20 minutes de la plage. Enfin, c'est beaucoup plus premium en termes de localisation, ce qui demande un ticket d'entrée plus élevé. Mais cette localisation va venir augmenter cette probabilité de plus-value. Plus c'est premium, plus tu as de chances que le prix au mètre carré prenne de la valeur. Okay ? Ensuite, au niveau de cette localisation, ça va être le promoteur. Pourquoi le promoteur ? Aujourd'hui, sur Dubaï, tu as des promoteurs assez costauds et réputés pour racheter tout un quartier et le développer de A à Z. Par exemple, Emaar, qui aujourd'hui détient quasiment 47% de part de marché immobilier à Dubaï. Et c'est eux qui ont fait ce que tu vas retrouver à la Marina, Downtown, Dubai Creek, Dubai Hills, Arabian Ranches, et j'en passe. C'est-à-dire que ce promoteur immobilier va venir lui aussi te rajouter et te garantir, en tout cas, et venir mettre des éléments sur ce calcul de probabilité sur l'éventuelle plus-value au moment de la remise des clés de ton bien, si on parle de flip. Pourquoi ? Promoteur immobilier va développer le quartier. Il va lancer 1, 2, 3 buildings. Ensuite, il va refaire une nouvelle phase, ainsi de suite pendant les 3 prochaines années. Et il va venir rajouter de l'attractivité. Si par exemple, tu prends Dubai Hills, les premiers investisseurs qui se sont placés sur Dubai Hills ne savaient pas qu'il allait avoir le 2e plus grand centre commercial de Dubaï, le Dubai Hills Mall. Quand il a été annoncé, le prix au mètre carré a augmenté. Et quand il a été livré, le prix au mètre carré a augmenté. Okay ?
parcs, hôpitaux, écoles, lagons artificiels. Enfin, voilà, aujourd'hui à Dubaï, vraiment, ils sont en train d'essayer d'augmenter les services. Mais quand tu investis chez un gros promoteur et qui développe tout le quartier, il va te garantir une forme de développement de tout ce secteur-là. Okay, et c'est lui qui s'occupe de tout. Passage piéton, route, attractivité, commerce, etc. Ça, c'est hyper important parce que si tu achètes, admettons, aujourd'hui, en 2024, dans une communauté, je te prends un exemple de Meydan Horizon, qui est développé par Nakhil, qui est semi-gouvernemental, bah, tu arrives parmi les premiers. Il y a eu à peine 3-4 lancements qui ont été faits sur la zone, 3 exactement. Donc, tu as un prix au mètre carré, je te donne un exemple qui est à 5 000 euros. Au fur et à mesure qu'ils vont lancer des projets, ils vont augmenter les tarifs de 3 à 5% par projet, à peu près, ce qui est tout à fait normal. Donc, ça veut dire que déjà, dans 3 ans, si on a une augmentation, je ne sais pas moi, de 20%, bah, toi, tu as acheté 20% moins cher que les autres. Okay, et le promoteur est assez solide et bien réputé pour venir ajouter de l'attractivité qui va encore venir faire augmenter le prix au mètre carré du secteur. Okay, donc, ça, c'est les 2 points. Et le 3e point, c'est l'exclusivité. Attention, l'exclusivité, ça veut tout et rien dire. C'est simple. Je vais être clair. Il faut que, quand je parle d'exclusivité, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'unités sur le projet. D'accord ? Ici, sur Dubaï, tu as des projets qui se lancent. En tout cas, les promoteurs immobiliers commencent déjà à envoyer toutes les brochures, le marketing, les publicités, les informations 2, 3, 4 mois à l'avance avant le projet. Et puis, ils donnent la possibilité aux investisseurs de réserver une unité sous forme d'EOI, Expression of Interest. Okay, cette EOI, donc, ils vont récolter des EOI pendant 2-3 mois et après, ils vont lancer le projet. Le jour du lancement du projet, 3 jours après, ils annoncent sold out, vendu. Bon, pour moi, personnellement, là, en toute franchise, et tu sais comment je suis, je pense aujourd'hui, moi, c'est vraiment la franchise qui est importante pour moi, ce n'est pas un lancement de projet qui a été fait en une semaine. Parce que le promoteur immobilier a déjà préparé le lancement, il a récolté le nombre de demandes avec un acompte et des passeports, et il sait déjà au moment où il va lancer le projet que 80% des unités sont vendues. D'accord ? Il va prendre, je ne sais pas moi, 150, 120% d'EOI par rapport au nombre d'unités disponibles. S'il y a des annulations, des personnes qui se rétractent, voilà, il est assez large, il sait qu'il va le vendre. Okay, ça, ce n'est pas un projet sold out en l'espace de quelques heures ou de quelques jours. Ça, c'est une technique commerciale, technique marketing. C'est pour créer du FOMO, c'est exactement. C'est exactement ça. Par contre, je te donne un exemple. Il y a 2 semaines, on a un projet qui s'appelle Belgrove d'Ellington qui a été lancé. Le promoteur immobilier, on a entendu des bruits de couloir qu'il allait avoir le projet qui a été lancé, mais rien de concret. Pas de photos, pas de brochure, rien. 1 semaine avant le lancement officiel du projet, ils ont commencé à envoyer quelques photos. 48 heures avant le lancement, la brochure. 48 heures après, lancement, 3 heures vendu. Il doit rester peut-être 5% de disponibilité sur le projet. Là, on est sur un réel projet où tu as plus de demandes que d'offres. Et donc, aujourd'hui, avoir une unité sur un projet avec cette forme d'exclusivité te permettra demain d'aller le revendre avec une prise en valeur, en tout cas avec une plus-value, parce que c'est un peu l'effet Rolex où tu as beaucoup de personnes qui sont sur le carreau et qui sont prêts même à payer un petit peu plus cher pour avoir l'unité que toi, tu as eue. D'accord ? J'ai participé à des lancements de certains promoteurs aujourd'hui où les clients, enfin les investisseurs avaient réussi à avoir des unités et tu avais des personnes sur le côté qui étaient tout de suite maintenant avec un chèque qui leur disaient je suis prêt à payer 5, 10, 15, 20 000 euros de plus pour avoir ton unité. Parce qu'ils voient sur le long terme, ils savent que ces 15 000 euros qu'ils vont payer tout de suite ou ces 20 000 de plus, ça vaudra beaucoup plus dans les 3, 4, 5 prochaines années. Okay, donc si on récapitule, c'est localisation, promoteur, exclusivité. Maintenant, si tu détailles un petit peu plus, la localisation, on a parlé de premium, et tu as des éléments qui sont importants dans l'immobilier. Sur cette localisation, tu peux retrouver un bien qui est localisé à côté d'un monument. Ce qui va faire en sorte qui va venir rajouter de la probabilité. C'est encore une question de probabilité, on rajoute des points à chaque fois. Tu vois, on rajoute des pourcentages, des points. Un monument, Burj Khalifa, Tour Eiffel, Champs-Élysées, etc. J'en passe. Ensuite, tu as les points d'eau, lagons artificiels, mer, etc. Prends un exemple, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, ici sur Dubaï en ce moment, Emaar développe énormément sur la zone de Mina Rachid. Mina Rachid Maritime City, très peu d'agents francophones connaissent. Moi je suis spécialisé sur le secteur, c'est pas pour rien. Tu as des prix au mètre carré qui sont 1,5 à 2 fois moins chers que si tu compares avec JBR, Jumeirah Beach, La Palme Jumeirah, Port-la-Mer. Okay, qui sont des quartiers qui sont développés aujourd'hui, qui sont en bord de mer. Et donc tu as la capacité d'acquérir une propriété neuve, tu arrives parmi les premiers parce qu'il n'y a rien, tu as un plan de paiement dès le départ,
tu as la localisation et le point d'eau qui vient s'ajouter, puisque là, tu as des vues sur la mer du Golfe. Et tu as le promoteur aussi, puisque c'est Emaar qui développe 80% de la zone. Donc déjà, tu vois, en termes de probabilité, tu coches 2 cases. Et après, est-ce qu'il y a une forme d'exclusivité sur les projets? Je te le dis, aujourd'hui, ces projets-là se vendent en 48 heures. Quand il y a un lancement, il n'y en a pas beaucoup. Tu en as 1, 2, 3 maximum par an sur la zone. Ça se vend en 48 heures. Donc oui, on a une forme d'exclusivité. Tu as des investisseurs qui achètent des étages. Tu as des lancements, je veux 2 étages d'un coup. Juste pour rebondir sur deux points, sur la partie localisation, est-ce qu'il y a aussi le temps de trajet que tu mets, par exemple, pour te rendre à Downtown ou à la Marina sur des quartiers stratégiques Oui qui et entrent non. en compte? Oui et non. Allez, il y a encore 3, 4, 5 ans, on aurait fait référence à Downtown, la Marina, puisque c'est un peu les points d'attractivité aujourd'hui sur Dubaï. Maintenant, la ville, tu as une demande d'expatriation qui est énorme. Abder, il en parlait. 3,7 millions d'habitants en mi-2024, on était 3 millions d'habitants en 2021. 150 000 expatriés au moins par an, c'est énorme. Et qu'est-ce qui fait que le prix au mètre carré augmente? C'est la population. Okay. C'est aussi simple que ça. C'est la population. Aujourd'hui, on sait qu'on va avoir la Creek Tower qui va arriver, faite par Emaar aussi, à Dubaï Creek Harbour. Si on reparle de ça, je ne sais pas moi, dans 7-8 ans, on dira je suis à combien de temps de la Creek Tower? Okay. On sait qu'on a le développement de la palme Jebel Ali, la deuxième palme, par le promoteur semi-gouvernemental Nakhil, qui a été officialisé, où les premiers lancements de projets ont été faits. Entrée de prix 4 millions d'euros pour une villa, tout est vendu. Demain, on va se demander à combien de temps je suis de la palme Jebel Ali. Tu vois. L'aéroport, le nouvel aéroport Al Maktoum, qui a été officialisé aussi, qui sera le plus grand aéroport, où l'aéroport international, aujourd'hui, à l'heure actuelle de DXB, fera que les vols en interne. Et puis tous les vols internationaux arriveront à Al Maktoum. Demain, on va se demander à combien de temps je suis de l'aéroport, parce que tu vas avoir quasiment 25% du capital, voire 30% du capital de Dubaï qui va aller se délocaliser là-bas. Tu as des entreprises comme Amazon, par exemple, qui n'étaient pas présents aux Émirats, qui se sont installés aujourd'hui il y a 2 ans et demi, enfin pas présents, excuse-moi, au Moyen-Orient et dans ce secteur-là. Pourtant, il y a le marché de l'Inde à côté de l'Asie, qui est l'un des plus gros marchés du monde. Amazon s'est installé il y a 2 ans et demi pour venir faire de la concurrence à ses plus gros concurrents qui sont UPS, DHL, FedEx par exemple. Ils se sont installés au Moyen-Orient. Et ils se sont installés où au Moyen-Orient? À Dubaï. Et où à Dubaï? Sur la zone de Jebel Ali. Tu vois. Et tu as plein d'entreprises comme ça qui viennent de s'installer. Donc la localisation, oui, elle est importante. Mais quel est le développement dans les années à venir? Tu vois. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Aujourd'hui, juste pour te donner un exemple, pour ne pas faire trop long, pour répondre à ta question, en tout cas, les investisseurs vraiment qui sont implantés ici sur les Émirats, qui connaissent énormément, qui achètent depuis un petit moment, ils achètent énormément sur la zone de Jebel Ali, d'accord, donc à côté de la zone industrielle, à côté du prochain aéroport, exactement sur Jebel Ali Hills. Parce que les terrains, le prix au mètre carré du terrain, il est dérisoire en fait. Et entre l'année dernière et aujourd'hui, les prix des terrains ont déjà doublé. Parce qu'il y a eu l'annonce de l'aéroport et il y a eu l'annonce de la palme. Okay, les terrains, ils ont déjà doublé. Donc là, à l'heure actuelle, tu as des investisseurs qui avaient déjà investi, qui ont déjà doublé, et certains ont vendu, ou ils sont en train de se frotter les mains, ils gardent encore les terrains, ils attendent. Et tu as des investisseurs aujourd'hui qui sont en train de racheter là-bas des partiels de terrain, et des promoteurs immobiliers aussi qui rachètent des terrains. Ils vont attendre, le revendre dans 5, 6, 7 ans, et vont tripler, quadrupler, voire... les opérations, elles vont être énormes. Parce que les premiers qui vont leur acheter les terrains, c'est des promoteurs immobiliers, c'est pas des particuliers. Tu vois. Okay. Les promoteurs vont arriver, il y a un développement, ils vont vouloir développer leur projet, leur communauté, ils vont racheter à ces investisseurs qui ont acheté des terrains là-bas. Ok. Et sur la deuxième question, c'était sur l'exclusivité. Comment on fait justement pour savoir si c'est pas un coup marketing, que c'est du FOMO ou si c'est vraiment, Alors, ça va dépendre de ta connaissance, toi, personnelle, en fonction du marché de l'immobilier ici sur Dubaï. Maintenant, la grande majorité de nos investisseurs et de nos clients, ils savent pas. D'accord. C'est pas facile. Tu écoutes ce qu'on dit, tu fais des recherches, ça va à droite, à gauche, etc. Tu parles avec plusieurs agents, tu es perdu au final. C'est simple, c'est très simple. Je vais être clair à ce niveau-là. Il faut s'informer, se former et faire des recherches. Et à partir de ce moment-là, les interlocuteurs avec qui tu vas échanger, donc ces agents immobiliers, ces agences immobilières, il est important pour toi de faire une sélection. C'est hyper important. Okay ? Limite, il faut que tu les testes. Limite, tu vois, en pleine discussion, poser la question exacte de la hauteur du Burj Khalifa, des clients m'ont déjà fait qui est de 828, tu peux la placer juste pour voir si l'agent il est vraiment crédible ou pas, tu vois, par exemple. Bon, mais il est hyper important que tu sois accompagné par des professionnels
par des personnes de confiance. La confiance, je sais que c'est pas facile et elle se gagne au fur et à mesure du temps. Mais toi, en testant la crédibilité de ton interlocuteur, et puis tu sais, il y a une question de feeling aussi. Il est hyper important d'être accompagné par des professionnels qui comprennent ton mindset, qui comprennent ce que tu veux faire en termes d'opération, qui vont te conseiller de la bonne manière. Et au fur et à mesure de ces conseils, et je pense que déjà tu vois un peu plus clair sur ton projet, tu sauras vers où aller. Qu'est-ce qui te correspond le mieux, tu vois, par rapport à mes conseils, par rapport aux informations que je vais te donner. Toi, tu feras tes recherches, bien sûr, pour regarder si ce que je dis, c'est réel ou pas, ce qui est important. Et puis après, tu le feras un peu moins parce que tu auras confiance en moi. Mais par la suite, tu vas prendre une certaine direction. Au début, tu es là, et puis tu vas prendre une certaine direction qui sera beaucoup plus claire. Et à partir de ce moment-là, on va faire un travail plus en amont et on va rentrer dans les recherches. Ok. Est-ce que c'est... moi, ce que je vois aujourd'hui sur le marché de Dubaï, c'est qu'il y a de plus en plus de projets qui se construisent. Est-ce que c'est trop tard pour faire de la plus-value aujourd'hui? Parce que tu sais, quand on regarde en arrière, on voit plein de projets qui ont fait énormément de plus-value. Tu as plein d'histoires à partager de personnes qui ont fait énormément de plus-value, etc. Tu as toujours cette crainte aujourd'hui d'être arrivé trop tard, tu vois, et de ne pas être arrivé au bon moment. Bien sûr. Déjà, je vais reprendre une phrase de mon directeur. Mieux vaut investir et attendre que attendre pour investir. Je pense qu'on est d'accord de ce côté-là. Après, ça dépend. Là, on parle de flip, achat-revente. Donc là, on a une autre vision des choses. Mais si c'est de l'investissement, dans tous les cas, tu vas placer ces fonds. Mieux vaut investir, attendre que attendre pour investir. Il n'y a pas un marché dans le monde, dans l'immobilier, qui était moins cher il y a 15 ans qu'aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, c'est moins cher qu'il y a 15 ans. Parce que l'immobilier est comme ça. Si je place aussi une phrase dans ce sens-là. Comment ? Et je vais placer une phrase aussi dans ce sens-là. Il y a une phrase qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. En effet. Et donc, cette question-là, voilà, c'est pour répondre par rapport à ça. Après, sur la question du flip, on va revenir après. En tout cas, au niveau de l'investissement, forcément, il y a des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent en 2020, 2021, avant le Covid, pendant le Covid. Ces personnes-là, déjà, premièrement, elles ont pris beaucoup de risques. Il y en a qui ont pris beaucoup plus de risques que d'autres. Et ça se paye. Le risque se paye. Okay, on ne réussit pas sans prendre de risques. Hein. Le deuxième élément, c'est que ce qui s'est passé, si je te prends des quartiers de troisième couronne aujourd'hui, comme JVC, Jumeirah Village Circle, Arjane, je pense que la grande majorité des Français qui s'intéressent à l'immobilier aujourd'hui connaissent, c'est des quartiers qui sont développés beaucoup plus vite que ce qu'on attendait. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une demande d'expatriation qui était énorme. Face à plusieurs éléments, l'instabilité sociale en Occident, les taux d'inflation, les taux d'intérêt, l'insécurité, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, etc. Donc, tu as une grosse vague d'expatriation, d'investisseurs, d'entrepreneurs qui sont venus placer leur société ici, d'entrepreneurs qui sont venus placer des fonds pour sécuriser leurs fonds ici, etc. Donc, cette vague massive qui est arrivée juste après le Covid, puisque Dubaï est l'une des villes qui s'en est mieux sortie pendant le Covid, dans le monde, c'est venu accélérer le marché immobilier. Donc, forcément, tu as des personnes aujourd'hui qui viennent, qui arrivent sur les Émirats et particulièrement à Dubaï. C'est exactement la même chose qui s'est passé durant les années 70-80 sur Paris, par exemple. Pour ma part, pour mes grands-parents, pas pour mes parents. Et il fallait bien les loger quelque part. Donc au début, c'est Paris. Les prix au mètre carré ils augmentent. Le prix des loyers aussi. Ensuite, on porte de Paris, banlieue proche, Boulogne, Colombes, etc. Banlieue lointaine. Et aujourd'hui, tu as des villes comme Melun dans le 77, Mantes-la-Jolie dans le 78, Cergy dans le 95, etc. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à Dubaï. C'est le même phénomène. C'est pour ça qu'un quartier comme JVC, il y a encore 4 ans, il y avait des studios à 100 000 euros. Aujourd'hui, tu n'as rien en dessous de 170 000 euros. Et je suis prêt à parier que dans 3-4 ans, c'est 200 000 euros le studio sur ce secteur-là. Tu vois ? Parce qu'il y a une demande énorme. Et parmi ces 150 000 expatriés qui viennent sur Dubaï, moi le premier, et je pense vous aussi, on n'a pas tous les moyens d'aller se prendre un appartement vu Burj Khalifa ou vu mer. On va pas se mentir. Et même si on aurait les moyens, il n'y a pas d'intérêt. On a des familles, on a nos intérêts, on a des objectifs. Donc, on va aller s'éloigner de 15-20 minutes, 25, voire 30 minutes. Ça ne me dérange pas. Je faisais 1h30, moi, d'où je venais à Paris pour aller au travail, pour diviser notre coût de loyer par 2. Mais grave. Mais d'ailleurs, en plus, j'en parlais avec Abder récemment. Tu vois, moi, j'avais hésité à m'installer à Damak Hills 2 à un moment donné, ou même, tu vois, dans d'autres quartiers comme JVC, etc. Et je regardais et je me disais, ah ouais, je suis à 20 minutes de la marina, ah ouais, je suis à 30 minutes de downtown, ah ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup, etc. Parce qu'en fait, à Dubaï, quand tu arrives à Dubaï, au début, ça te fait un choc quand tu passes de la France à Dubaï, parce que
n'as pas l'habitude d'avoir ce niveau de service-là. Et ensuite, tu t'habitues à avoir tout très rapidement et très facilement, etc. Et 20 minutes, ça devient long. Et en fait, c'est vrai que, tu vois, j'ai regardé une vidéo récemment d'un mec qui faisait un vlog sur Paris, etc. Et il disait, bon, bah là, je prends la voiture et j'arrive au bureau dans 1h30. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, à Paris, en France, on a l'habitude, tu vois, de faire 20, 30, 40, 50, 1 heure de route. Bien sûr. Et en fait, être à 30 minutes de Downton, qui est la tour la plus grande du monde, c'est déjà exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, pour rebondir là-dessus, je trouve que c'est... Après, dans le plan 2040, il souhaite doubler la population, donc arriver à 6 millions d'habitants. Je pense qu'aujourd'hui, on met 25 minutes, 30 minutes, on va y arriver à ces 45 minutes, 1 heure. Bon. Il y a le métro qui va arriver dans ces différents quartiers. Enfin, ils vont venir faire en sorte, de toute façon, ils savent ce qu'ils font. Ils vont venir faire en sorte de désengendrer les routes, les centres. Donc, bon, pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Mais c'est logique. C'est tout à fait logique. Okay, donc, les personnes qui ont gagné de l'argent, qui ont pris énormément de plus-value sur ces 3-4 dernières années, c'est normal, mais en même temps, on s'y attendait pas autant. On s'y attendait, mais pas aussi rapidement. D'accord. Maintenant, il faut aussi regarder le prix au mètre carré. Aujourd'hui, voilà, je te dis JVC, on est passé de 100 000 à 160, 170 000 euros le studio sur le marché neuf. Okay, sur le marché de l'occasion, tu peux trouver encore des appartements à 125, 130 000 euros. Mais attention, ce n'est pas les mêmes services. Ce n'est pas du tout les mêmes services. Ça n'a rien à voir au niveau du design. Vraiment, il y a eu une évolution sur le marché de l'immobilier neuf. Hein, vraiment, clairement, là, sur ces deux dernières années. Il y a eu un cap qui est passé. Tu peux... Enfin... T'es à 3 800 euros du mètre carré, quoi. Allez, 25 minutes de la plage. 25 minutes de la plus grande tour du monde. Dans l'une des villes les plus sécurisées du monde. Enfin, tu vois où je veux en venir? Bien sûr. Est-ce que réellement, ça vaut 3 800 euros du mètre carré? Si on regarde sur les 10-15 prochaines années et on compare sur des grandes métropoles comme Singapour, comme Paris, Bordeaux, Marseille, Londres, etc. Est-ce que réellement, ça les vaut, ces 3 800 euros du mètre carré? Bah, moi, je pense qu'à 6 millions d'habitants, si on y arrive, non, ça vaut plus cher. Parce qu'après, on dira, je suis à 45, 1 heure, 1h20 de la plage. Et celui qui sera à 25 minutes, bah, forcément, le prix au mètre carré sera beaucoup plus cher que celui qui vit à 1 heure. Ce qui se passe aujourd'hui dans la région parisienne. Logique. Okay. Donc, est-ce que c'est trop tard? Non. Maintenant, est-ce que l'achat-revente au niveau de la plus-value se fait différemment qu'avant? Oui. D'accord. Toutes les personnes qui ont investi à Dubaï il y a 3 ans, ils ont gagné de l'argent. Toutes les personnes qui ont suivi un plan de paiement, ils n'ont pas eu de complications financières, ça s'est bien passé, ils ont tous gagné de l'argent. Okay, et qui ont été bien accompagnés, surtout. Aujourd'hui, l'achat-revente, je parle de flip, se fait différemment. Parce que les prix au mètre carré, ils augmentent. D'accord. La population continue d'augmenter. Attention, ce que je suis en train de te dire, je n'ai pas une boule de cristal. C'est la même chose qu'on disait il y a encore 2-3 ans à nos investisseurs et finalement, il s'est passé le contraire. Mais on va rester sur les mêmes principes parce que nous, on fait une étude sur le risque, okay, sur la probabilité sur le risque. Le prix au mètre carré augmente, en tout cas est en train d'augmenter, la population aussi, mais on a des quartiers qui sont en train de pousser au fur et à mesure. Donc logiquement, Dubaï, et ils sont en train d'essayer de le faire, on le voit sur le marché, vont chercher à stabiliser le marché immobilier. Okay, le marché prenait 10 à 15% de prise en valeur par an, c'est énorme. Et au final, ça devient dangereux. Là, on commence à se rapprocher plutôt des 5, 6, 7% par an, ce qui est tout à fait normal, ce qui paraît plus logique et ce qui est moins risqué, c'est moins volatile. Okay, donc, ça veut dire que cette étude d'achat-revente flip, elle va s'effectuer et on va rentrer sur plus de détails. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, la localisation, monument, point d'eau, golf, c'était le 3e point que je n'ai pas rajouté, le promoteur et la forme d'exclusivité. On va venir étudier tout ça pour faire en sorte de maximiser l'optimisation. En tout cas, on va optimiser cet investissement et venir rajouter de la probabilité pour aller effectuer cet achat-revente. Moi, ce que j'appelle un flip, c'est tu achètes aujourd'hui un bien immobilier, tu le revends au moment de la remise des clés, tu as pris entre 20 et 30% de plus-value sur le montant total de ton investissement. Sauf que grâce au levier du plan de paiement, bah, tu as payé 50-60% et donc tu fais quasiment 50 à 60% de plus-value sur le capital investi. Ouais, c'est ouf parce que c'est la question que j'allais te poser. Voilà. Tu vois. Si c'est OK pour toi, on se fait un petit point chiffre, une sorte de simulation sur les projets un petit peu que tu as en tête là actuellement. Comme je te le disais, moi j'ai 500 000
c'est en crypto-monnaie. Tu vois, je reprécise peut-être que ça change quelque chose. C'est quoi, sur les 24 mois, vu que je suis assez pressé, je suis un profil qui est assez pressé, le profit que je peux faire, combien ça me demande de sortir en trésorerie, c'est quoi un petit peu les différentes étapes et combien je peux espérer récupérer sur un schéma qui est safe. C'est-à-dire sur un schéma qui est safe. C'est simple, dans l'investissement, rien n'est safe. Un schéma Mais qui est safe, on va faire c'est, en sorte qu'il soit le plus sécurisé possible. En étant pas optimiste, en étant pessimiste, tu vois. Pessimiste? Ok. Aujourd'hui, quand tu dis pessimiste, si par exemple, au moment de la remise des clés, tu fais 10% de prise en valeur sur la totalité du montant de ton bien, ça te va ou c'est pas ce que tu recherches? Le maximum possible. Honnêtement, moi, j'ai pas trop de... Ok. Moi, j'ai pas de, tu vois, de chiffres en tête là-dessus, mais si Regarde, si tu me dis 100%, je te dis oui. Si tu me dis 2%, je te dis oui. Tant que c'est le mieux de ce qui se fait, tu vois. Bon, je pense qu'aller effectuer 5-10% sur la valeur totale du bien, c'est pas intéressant. Si on la divise sur le nombre d'années de construction, 3 ans, on la divise par 12. Sur 12 mois, bah, on va arriver à peu près, ça dépend après combien on investit, mais si on part sur un principe de 450 à 500 000 euros, ça te fait à peu près 1 800 euros par mois que tu as gagné. Okay, en plaçant cet investissement, si on prend 10% de valeur du bien immobilier. Donc finalement, je pense que ce n'est pas un très bon placement. Okay, personnellement, au niveau de mes conseils. Maintenant, aujourd'hui, si tu recherches la localisation, enfin le projet qui va te permettre d'aller chercher le maximum de plus-value, et on va aller étudier ce projet-là au niveau de la probabilité, c'est simple. Il y en a quelques-uns. Tu as le secteur de Mina Rachid, Maritime City, par exemple. Mais on arrive quand même avec un an de retard. C'est pas grave. Il y a un an, on était à 4 800 euros du mètre carré. Aujourd'hui, on est à 5 500, tu vois, par exemple. J'ai des investisseurs qui ont déjà gagné de l'argent. Mais je pense que je m'appuierai plus sur Ras Al Khaimah. Est-ce que tu connais? Ouais. C'est pas là où il va y avoir le nouveau casino qui va être ouvert? Exactement. Aujourd'hui, vraiment, je vais m'appuyer sur l'émirat de Ras Al Khaimah. On est à 50 minutes de Dubaï. À 15 minutes avant la ville de Ras Al Khaimah, tu as 4 îles artificielles qu'on appelle Al Marjan Island, qui sont développées par RAK Properties, qui appartient tout simplement au gouvernement. C'est 4 îles artificielles, 23 km de bord de mer. Tu as des vues exceptionnelles sur la mer du Golfe. Et c'est simple, Ras Al Khaimah, c'est donc 4 îles, et tu as 3 îles qui gravitent autour de la 4e île, qui est la 4e île sur laquelle il va avoir le Wynn Casino, qui est déjà présent à Las Vegas et Macao, qui sera le plus grand casino du monde. Il sera à Dubaï? Il sera à Ras Al Khaimah. Enfin, à Ras Al Khaimah, je veux dire. Aux Émirats Arabes Unis. Il ne sera pas à Dubaï, il sera à Ras Al Khaimah. Alors, officiellement, on va dire officiellement au niveau des journaux politiques, on n'a rien vraiment qui a été annoncé encore. Je pense qu'ils sont en train d'attendre, ce n'est pas le moment. Mais par contre, quand tu as des promoteurs gouvernementaux qui se positionnent là-bas, comme Emar, ou que tu as des grands noms qui sont positionnés une fois dans le monde, par exemple Aston Martin, qui n'a qu'une seule résidence à Miami, qui est en train d'installer sa 2e résidence à Ras Al Khaimah, je pense qu'il faut se poser des questions. Ras Al Khaimah, c'est simple. Sur ces 10 derniers mois, c'est, je crois, 27 projets lancés. Et sur ces 27 projets lancés, tu as des grands noms, comme Rixos, Hilton, Intercontinental, Nikki Beach, Ellington à 3 reprises, Emar, Damac, Aston Martin, on en parlait, Nobu, restaurant Nobu, qui ont lancé leur résidence, Sora, enfin, tu as des grands noms énormes qui se sont lancés là-bas, qui ont lancé leur projet, tout simplement parce que le casino va être livré fin 2027, entre mi-2027 et début 2028. La construction a déjà commencé. Moi, je suis allé sur place à 3 reprises. J'ai même dormi là-bas. Tu as déjà des hôtels qui sont présents. Passer un petit week-end. Et la construction du casino, tu la vois en fait. C'est écrit Wynn Resort. Et la 4e île, c'est un resort. Cette île-là, il n'y aura aucun projet dessus. Tu vas avoir le casino avec 1200 chambres, exactement. Capacité d'accueillir 1200 chambres. Ça sera le plus grand casino du monde. C'est le seul casino du Moyen-Orient. Donc autant dire que au moment de l'inauguration, logiquement, ça va exploser. C'est simple. Arabian Business, qui est un journal aujourd'hui sur les Émirats, estime une prise en valeur des biens immobiliers sur ce secteur-là allant jusqu'à 50%. Et en l'espace là, de moins d'un an, il y a environ une prise en valeur de 18 à 20% qui a été effectuée. Je le vois, moi, sur les lancements de projets. Ces 4 îles, il n'y a rien. Il y a 4-5 hôtels qui se battent en duel. Mis à part ça, il n'y a rien du tout. Tu as la plage, tu as des mers. Et tu as des vues sur la mer, du Golfe, des vues sur le casino et l'eau. Et donc, aujourd'hui, on arrive parmi les premiers. On investit sur un produit immobilier là-bas. On a des plans de paiement qui sont hyper intéressants où tu sors, c'est du 50-50, 60-40. Donc, tu sors 50% sur ces 3 années de construction et 50% au moment de la remise des clés.
Avantage par rapport à Dubaï, c'est que les 4% de frais de notaire sont à payer au moment de la remise des clés. Ok. Donc si on va chercher un flip, on va retirer ces 4%, on ne va pas les payer. Et logiquement, si ça se passe bien, on va rester pessimiste. On va aller chercher ces 35% de plus-value au moment de la remise des clés, ce qui fera au moins 70% de plus-value sur ton capital investi. Ça, c'est une belle opération. Si on regarde les critères, alors la localisation, bon, on n'est pas à Dubaï, on est à Ras Al Khaimah, mais la localisation reste quand même top parce qu'on est sur une île et puis on a pas un monument, mais ça reste quand même le plus grand casino du monde. D'accord, on a la possibilité d'avoir une vue où on est à peine 5 minutes en voiture du casino et on a des vues sur la mer du Golfe. Au niveau des promoteurs, je t'en ai parlé, les noms qui s'installent sont hyper importants. Et au niveau de l'exclusivité, aujourd'hui, les projets se vendent en l'espace de... Tu as des projets qui ont un peu plus de mal à se vendre, ce qui est tout à fait normal, en fonction des prix. Parce que les prix, tu peux commencer à peu près dans les 400 000 euros et ça va à plusieurs millions d'euros. Mais tu as une forme d'exclusivité parce que c'est simple. Aujourd'hui, on est à 28 projets lancés. Je pense qu'on a la capacité d'en accueillir. De toute façon, j'ai un PDF, je te l'enverrai avec tous les terrains détaillés, etc. On a la capacité d'accueillir peut-être 50 projets. Ok. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu. Cinquantaine de projets. Ce qui est très peu pour ces 4 îles artificielles. Ok, donc en gros, si je reviens un peu sur le point chiffre, donc là, on parle d'un projet environ 500 000 euros. Tu m'as dit 35% de plus-value, 30% de plus-value, c'est ça? Sur le montant total de ton investissement. J'ai pris 35 parce que quand Arabian Business annonce 50%, ouais. Nous on reste pessimiste, on prend 35. Ok, donc 35, ça voudrait dire que tu m'as dit 70 sur le montant, la valeur totale du projet, donc ça voudrait dire que je m'exposerai à 250 000 sur les 500 000. C'est ça. Et je ferai, donc tu m'as dit 30% de plus-value, donc environ 150 000 à peu près. Exactement. À la louche. Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en m'exposant à 250 000 euros sur un projet qui a une valeur de 500 000, je ferai une plus-value d'environ 150 000 euros. Et ça en l'espace d'environ combien de temps? 24 mois, c'est top. Okay, donc en 2 ans, j'ai la possibilité de récupérer 150 000 euros. C'est dingue. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est sur une vision où on est pessimiste, c'est ça? En étant pessimiste, oui. En étant pessimiste. Après, encore une fois, moi, personnellement, je n'ai pas vécu l'arrivée du casino Wynn à Las Vegas. On peut faire des études, regarder comment se portait le marché, et c'est le but. D'accord ? C'est comme ça que je fonctionne avec mes investisseurs, ou à Macao. Donc, je t'annonce 35% pour rester pessimiste en fonction des études qui ont été effectuées, etc. Maintenant, quand Arabian Business annonce 50%, il est fort probable qu'on arrive à ces 40-50% de prise en valeur. Si vraiment, parce qu'aujourd'hui, à Ras Al Khaimah, c'est environ 3 millions de visiteurs à l'année. Ils estiment que ça va quadrupler, voire un peu plus. Donc, on va tourner relativement sur du 10-12 millions de visiteurs, ce qui reste un petit peu en dessous de Dubaï, qui est aujourd'hui à 17 millions de visiteurs. Mais 12 millions de visiteurs, ça va tourner relativement autour du casino. Donc les biens immobiliers, ils vont prendre de la valeur énormément. Énormément. Et le casino, tu sais ce que ça attire. Ça attire plusieurs choses. Bon, tu as un côté discothèque, soirée, événements. Et puis tu as un autre côté aussi qui est hyper intéressant avec des spectacles, des événements, des one-man shows, des événements comme, je sais pas, de la boxe par exemple. Je sais pas si tu regardes la boxe. Tu vas au MGM Grand Arena, tu vas regarder Mayweather, c'est exceptionnel. Tu vois, ça attire de l'attractivité. Absolument. Voilà. Donc tous ces éléments-là vont venir faire en sorte que les biens immobiliers, le prix au mètre carré de la zone va prendre de la valeur. Ok, mais du coup à ce moment-là, ce que je me dis, c'est que c'est mieux de se mettre sur des projets de plus-value, vu que en gros, si je résume 150 000 sur 2 ans, ça fait 75 000 par an, ça fait à peu près 6 000 euros par mois. Là où sur un projet où si je m'étais exposé à 500 000 sur un bien, ça me rapporterait, si on part sur 7%. Ouais, 6-7% net. Ouais, donc ça me rapporterait quasiment la moitié, quoi, un peu plus de la moitié. C'est 2 façons de voir les choses complètement différentes. Aujourd'hui, ça va dépendre du profil de ton investisseur. Maintenant, encore une fois, en règle générale, les personnes qui font du flip, elles sont au courant des risques. Elles ont une sensibilité avec l'argent qui est différente que les autres. D'accord ? Tu peux être très bien attaché à ton argent, tu as peur de l'investir, tu veux bien l'investir, tu as sué pour l'avoir, ce qui est compréhensible. Tu as d'autres personnes, c'est complètement différent. Ils ont peut-être fait un calcul, voilà, ça correspond 10, 15, 20% de ce que j'ai de côté, je peux accepter de les perdre. Donc, ça va dépendre du profil de l'investisseur. Et ça, c'est mon travail de comprendre qui est la personne en face de moi pour pouvoir me mettre à sa place et lui correspondre en tout cas les solutions à ses besoins, les meilleures solutions à ses besoins, les produits qui correspondent à ce qu'elle recherche.
Aujourd'hui, moi, j'ai des investisseurs qui ne recherchent pas de faire une opération assez rapide parce que ça comporte quand même des risques, tu vois. Aujourd'hui, bon, là, tu as 500 000 euros de côté. On part sur un produit à 500 000 euros. Même si au pire des cas, ça ne prend pas de valeur, tu as la capacité de le solder. On prend pas de risque en soi. Tu le soldes, on le met en location, on va chercher 6, 7, 8% net de rentabilité, et puis on voit comment se comporte le marché 2, 3, 4 ans après la remise des clés, et là peut-être qu'on ira chercher ces 30% de plus-value. Okay, donc là, tu prends pas trop de risques. Tu as des investisseurs qui sont prêts à faire du flip alors qu'ils n'ont pas la totalité de la trésorerie. Ok. Là, attention. C'est dangereux. C'est dangereux. Ok. En fait, ça va maintenant, même si demain le bien il n'a pas pris la valeur, on peut le revendre. C'est pas un problème. Même en cours de construction, arriver à 30% de plan de paiement, 40% en fonction du promoteur, on peut le revendre. On va le revendre, peut-être pas au prix d'achat, un peu plus cher, au pire des cas au prix d'achat pour sauver les meubles. Mais là, dans ces cas-là, tu as immobilisé les fonds pendant 2-3 ans. C'était peut-être pas la bonne stratégie. Tu vois, on est obligé de le revendre parce que tu peux pas solder ce bien-là. Donc ça, c'est mon travail à moi de sensibiliser l'investisseur par rapport à ça. Ça, c'est mon taf. Tu as des investisseurs qui investissent sur le long terme. L'immobilier, c'est sur 10, 15, 20, 25 ans. On va aller chercher de la rentabilité, on va sécuriser notre patrimoine, etc. Donc, c'est vraiment le mindset de l'investisseur, c'est vraiment sa sensibilité par rapport à ses fonds, sa trésorerie, et puis c'est aussi son expérience dans l'investissement. Ok. Super intéressant. Est-ce que tu peux me partager une anecdote, en tout cas sur les investissements que tu as pu voir sur la plus belle plus-value sur un projet spécifique, tu vois, un truc où je puisse avoir un petit peu une idée, tu vois, d'une belle réussite que tu as pu voir. Après, t'en as pas mal, mais celle qui t'a le plus marqué en tout cas. Regarde, par exemple, Ça peut aussi être un client qui s'est pas décidé, qui a peut-être j'en ai en tête. Ah là j'en ai en tête. Là tu viens de me j'ai des souvenirs qui viennent de ressurgir. c'est le but. Je te donne un exemple. Bon, peut-être certaines personnes connaissent, certaines personnes se sont peut-être positionnées dessus ou peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. À Dubaï, tu as la Palm Jumeirah, la Palm Jebel Ali. Ensuite, on remonte en direction de l'aéroport et de Deira. Tu as la zone de Mina Rachid, le port Rachid. Ensuite, on va retrouver les îles de Nakhil, anciennement appelées les îles de Deira. Ok, vous voyez où c'est ou pas? C'est vraiment en face de Deira. Non, moi je vois pas. Ah ok, donc c'est vraiment sur bord de la mer, tout à droite. C'est juste avant l'émirat de Sharjah. D'accord, ok. En bord de C'est mer. 4 îles qui sont détenues par Nakhil, promoteur semi-gouvernemental qui a fait la Palm Jumeirah, la Palm Jebel Ali et j'en passe. Ce promoteur-là, la première île, ils ont vendu les terrains à des projets. Tu as pas mal de promoteurs immobiliers qui sont lancés. La deuxième île, ils ont lancé des villas, enfin des townhouses qu'on appelle des maisons de ville, et ensuite des villas. Ça a commencé à 1 million d'euros. Plan de paiement, 70-30. 70% à payer pendant la construction, 30% au moment de la remise des clés. J'ai un client, qui voulait investir sur Emar, mais il a loupé le lancement, sur un projet de villa. 2 mois après, ce projet-là a été annoncé. Bon. Je fais une étude, etc. Je parle avec lui, j'essaie de le convaincre, j'essaie de lui faire comprendre l'importance du projet, ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui va arriver. Parce qu'on avait des villas, des maisons de ville et des villas, commençant à 1 million d'euros, en bord de mer. D'accord, bord de l'eau, parce que c'est une île. Allez, celle qui est au milieu, tu es à 200 mètres de la plage. Tu peux y aller à pied. Et aujourd'hui, sur Dubaï, c'est inexistant à ce prix-là. C'est inexistant sur Dubaï. Tu vas à la Palm Jumeirah, tu n'as rien en dessous de 4 millions d'euros. D'accord ? C'est inexistant. Donc, je fais les calculs, je fais l'étude, le promoteur, il est solide, la localisation alliée, l'exclusivité alliée, etc. Il ne veut pas m'écouter. Je continue mon travail jusqu'au bout, j'essaie de l'éveiller. D'accord ? Parce que c'est ce qu'il recherche à faire. Lui, il voulait acheter une villa et effectuer une plus-value. Une opération assez rapide. C'est un investisseur qui a l'habitude. Mais croyez qu'un MR. Bon. La veille du lancement, et tu peux faire tes recherches sur Internet, tu trouveras. À 3h du matin, lancement, les bureaux ouvrent à 7-8h. À 3-4h du matin, il y a plus de 2000 agents immobiliers et clients qui sont en camping devant les bureaux de vente du promoteur. Je t'assure. Moi, j'ai vu les images, j'y suis allé. Le promoteur immobilier, forcément, ils ont envoyé des agents de sécurité. Ils ont demandé à tout le monde de partir, ça ne servait à rien. Arriver à 6h du matin parce qu'ils allaient faire le lancement autrement. Ça devenait trop dangereux, en fait. Les gens allaient se marcher dessus. Donc après, ils l'ont fait sous forme de token, avec un rendez-vous, etc., un temps de passage. C'est simple.
On en parlait, c'était là, au mois de mars. C'était au mois de mars. Ok. Donc c'était cette année. Ouais, c'est cette année. ça, Ouais, ok. cette année au mois de mars. Le lancement, il a été fait, forcément vendu comme ça. Aujourd'hui, on est au mois de juillet, août, excuse-moi. Combien t'estimes la maison qui valait 1 million d'euros, tu l'estimes à combien en termes de revente? Franchement, aucune Donne-moi une idée. idée. Tout à l'heure, on parlait de 70%, On parlait- de. Allez, on parlait de 30% en 24 mois. Ouais. D'accord. Là, on est sur quoi? On est sur 4 mois, 5 mois? Bah, disons le double. Peut-être pas le double, Non, le c'est double énorme. de 35%, je veux dire. Ouais, on va tourner, en fait, c'est simple. Les maisons aujourd'hui qui étaient à 1 million d'euros, elles se revendent là, à l'heure actuelle sur le marché à 1,3 million d'euros. Sachant qu'elles n'ont pas été construites. Mais il n'y a rien encore. Il y a juste le lancement qui a été officialisé, qui a été fait. Toutes les lancements en tout cas, toutes les unités ont été vendues au niveau des maisons et des villas. Les investisseurs, ils ont à peine payé 20% plus les 4% de frais notaires. Donc, ils ont à peine payé 20%, juste l'apport. Et ils ont déjà gagné sur une maison à 1 million d'euros environ 350 000 euros. Ouais, plus de 120%, plus de 110, plus de 120% sur le capital investi. Et du coup, ça se passe comment à ce moment-là? Donc, moi, si j'ai pesé 20% sur 1 million, ça veut dire que j'ai mis 200 000 et plus les frais de notaire qui sont à 4%, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, j'ai mis 205 000, ça, comme ça. Et en gros, si je veux revendre, je récupère 1 million directement? Tu récupères ce que tu as déjà payé. Alors, le promoteur, il va demander un minimum de 30% à payer sur le bien. Donc, soit tu verses la différence, soit ton acquéreur, celui qui va te racheter la propriété, via un document entre vous, etc. Donc, tout est ficelé par une agence immobilière qui va sécuriser les fonds. Il va verser la différence manquante des 10% au promoteur immobilier pour avoir l'autorisation de revendre du bien. Et donc, il va te verser ce que tu as déjà payé, plus ta plus-value, Ok. en instantané. Ah ouais, Et ensuite, lui, il incroyable. va récupérer le titre de propriété, il va récupérer ton bien, qui est aujourd'hui encore un bout de papier parce qu'il n'y a rien, et il va prendre l'acheminement de ton plan de paiement petit à petit. Et c'est simple, il y a des transactions immobilières aujourd'hui. Les biens se valaient 4 millions de dirhams, ils se revendent aujourd'hui à 5,3 millions de dirhams. Il y a des transactions immobilières sur les logiciels, sur les applications qui te permettent de voir les transactions en direct. Il y a des transactions immobilières. En fait, je vais envoyer 3 mois après le lancement. Je vais tout envoyer, toutes les preuves, etc. Et je vais pas le dire ici, mais il s'est insulté. Il s'est insulté. Il s'est insulté et il m'a dit: je suis désolé, Amine. Je suis désolé, j'ai été bête. Voilà. Ok. Donc ouais, ça c'est une anecdote. Et moi aussi, je m'en mords les doigts parce qu'avoir une propriété à gérer sur ce type de lancement, c'est exceptionnel par la suite. Parce qu'en fait, c'est un bien qui va te suivre pendant les 3, 4, 5, 6, 7 prochaines années. Il va faire que de prendre de la valeur. Et toi, à chaque fois, tu vas le revendre. Tu vas le revendre. Et en fait, tu vas suivre l'acheminement de ton bien, quoi. Ok, sachant que là, en plus, on parle de 300 000 en 4-5 mois. Si on en reparle dans 5 ans, ça peut peut-être être plus. Je pense qu'il y a capacité que ça double dans les 4-5 prochaines années. Ok. Il y a la possibilité parce que quand tu compares la Palm Jumeirah, tu n'as rien en dessous de 4 millions d'euros pour une villa et une maison au bord de l'eau. Après, bon, on ne va pas comparer non plus les îles de Nakhil avec la Palm Jumeirah, mais je pense qu'on va quasiment doubler, hein, bien sûr. Ok. Et une autre question par rapport à la crypto, c'est si par exemple j'ai acheté le bien avec en crypto-monnaie, et ensuite derrière quand je le revends, je peux récupérer en cash? Alors, déjà, premièrement, toi, quand tu vas effectuer ton paiement en crypto-monnaie, tu vas le payer directement chez le promoteur qui a un wallet. D'accord ? Ils ont directement un wallet pour réceptionner tes USDT ou autre. Et quand tu vas le revendre, c'est complètement différent parce que là, on va passer à ce qu'on appelle le trustee office, qui est bureau office de notaire. Et tu vas revendre ce bien-là. Et en fonction de comment peut payer le nouvel acquéreur, c'est en fonction de ça qu'on va se baser. Est-ce qu'il paye en cash? C'est autorisé à Dubaï. Est-ce qu'il paye en virement? Il peut le faire. Ou en chèque de banque. Donc après, c'est toi qui va en tout cas négocier avec le nouvel acquéreur et ton agent immobilier, ton agence, pour réceptionner les fonds dans une certaine manière. Ok. Ensuite, tu pourras prendre ces fonds et aller les remettre directement en crypto-monnaie. Ok, écoute, merci. Et dernière question, c'est disons que je suis un profil qui est vraiment à beaucoup de trésorerie et je souhaite faire vraiment un gros projet, tu vois, sur un projet et plutôt qu'acheter un seul bien, acheter tout un étage. Est-ce qu'il y a des intérêts à faire ça aujourd'hui? Bien sûr. Et t'as si des oui, intérêts. ce serait quoi les avantages sûr. ou inconvénients d'ailleurs? Bien sûr. Alors après, ça va dépendre de ce que tu souhaites faire.
voilà, aujourd'hui, tu as beaucoup de moyens, tu as beaucoup de trésorerie qui sont liés à ce futur investissement. Déjà, on va regarder si c'est pour une expatriation, c'est pour une installation, si c'est pour un pied-à-terre, c'est pour de la rentabilité, c'est pour de l'achat-revente, etc. En fonction de ça, ça va être différent. Tu peux très bien acheter un seul bien sur un produit hyper exclusif, comme un Dorchester Collection, l'Anna Dorchester Collection, un Baccarat, Armani à Panjumera. Juste l'appartement, c'est une œuvre d'art et ça prendra de la valeur, tu vois. Mais ça vaudra quasiment le prix d'un étage. Bon. Maintenant, tu es rentré précisément sur la question de l'étage. Oui, on a des investisseurs aujourd'hui, on est là pour les accompagner, qui font des opérations d'achat d'étages. Tu as des promoteurs immobiliers qui ont l'habitude de vendre des étages entiers et qui sont très spécialisés là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est un avantage pour ce type d'investisseur? Parce qu'en fait, premièrement, déjà, quand tu achètes un étage entier, tu n'achètes plus un appartement. On fonctionne plus de la même manière, on fonctionne par rapport à la superficie. Alors, tu regardes toujours la superficie de ton appartement, tu regardes le prix au mètre carré, etc. Mais là, on va regarder il y a combien d'appartements, forcément, combien d'appartements dans l'étage, quelle superficie il fait, et quel est le prix. Donc, le prix au mètre carré. L'avantage déjà, c'est que tu peux négocier quand tu achètes directement chez le promoteur, donc avec un agent immobilier, c'est que tu négocies déjà le prix au mètre carré de ton étage. Ça veut dire qu'à la base des bases, avant la commercialisation officielle du lancement du projet, et que les particuliers, les professionnels qui achètent 1, 2, 3 unités vont se positionner sur le projet, toi, tu auras acheté moins cher qu'eux. D'accord ? Je te donne un exemple. Le projet se lance à 5 000 € du mètre carré. Toi, tu as acheté à 4 800. Donc déjà, à partir de ce moment-là, tu gagnes déjà de l'argent. Par rapport à, tu as acheté un étage, je ne sais pas moi, 12 appartements au total dans l'étage. Il y a 380 appartements dans le building. Déjà, tu as acheté moins cher que quasi 80% des acquéreurs. Donc déjà, là, tu es en position de force. Ensuite, sur pas tous les promoteurs, mais la grande majorité, tu as une capacité de personnalisation de ton étage. Je te donne un exemple. Il n'y a pas d'appartement 4 chambres dans le projet. Toi, tu peux très bien casser, faire en sorte que tu aies un 4 chambres. Okay. Ce qui donne une forme d'exclusivité. On revient à l'exclusivité tout à l'heure. Tu as un autre point aussi, c'est que tu vas avoir beaucoup plus d'impact sur les décisions au niveau de la copropriété demain. Parce que tu arrives avec une force qui est assez majeure sur les votes, sur les décisions, etc. Et ça, c'est important. Okay. Et puis, au niveau de la rentabilité, forcément, vu que tu as acheté un petit peu moins cher en termes de prix au mètre carré, ta rentabilité locative demain va être beaucoup plus intéressante, ce qui est tout à fait normal. Tu vois ? Ça a été fait énormément sur pas mal de projets aujourd'hui à Dubaï, énormément sur du Ellington, sur du Emaar, sur le projet Régalien en 2021 à Business Bay. Et aujourd'hui, les investisseurs, ils ont gagné quasiment 20-30% sur chaque appartement quand ils l'ont revendu appartement par appartement, tu vois. Donc oui, acheter un étage, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et pour un investisseur vraiment qui a pas mal de trésorerie, plutôt que d'acheter un appart là, 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 de diversifier, ce qui est pas mal aussi. Des fois, mieux vaut prendre un étage sur un projet. On a bien étudié le projet, la localisation, le promoteur, l'exclusivité. Prendre un étage directement sur ce projet-là. Là, on va optimiser vraiment son placement financier sur tous les points que je t'ai donnés juste avant. Ok, super intéressant. Okay. Et c'est possible ou pas, tu sais, si c'est possible, par exemple, de connecter 2 appartements entre eux, et en fait, casser le mur qui est entre les deux et en faire en fait transformer 2 appartements en un seul. Il faut demander l'autorisation au préalable à l'avance. Tu as des promoteurs qui l'acceptent, d'autres qui ne l'acceptent pas pour certaines raisons. Ça se négocie. Oui, c'est possible, ça se fait. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vas casser, faire en sorte d'avoir un appartement 4 chambres et tu seras le seul à avoir un appartement 4 chambres. Par exemple, pour donner un exemple, où tu fais un penthouse entier, tu prends tout ton étage, tu fais un penthouse, je ne sais pas. Mais enfin, tu peux personnaliser en tout cas l'agencement de ton étage. Incroyable. Avec les autorisations. Ce qui donne une forme d'exclusivité, en fait. Demain, tu es le seul sur le marché. Et même sur l'impact sur le marché, c'est toi qui vas faire un peu la pluie et le beau temps. Tu vois. Si tu mets 12 appartements d'un coup en vente à un prix, à tel prix, tous les propriétaires derrière, ils vont suivre le mouvement. Tu vois. Bien sûr. Ils vont tous suivre le mouvement. Si tu le mets en termes de location, ton étage, voilà, unité par unité, tu vas mettre un certain prix au niveau de la location, tu vas avoir un impact majeur demain sur le marché. Et puis forcément, les propriétaires, au fur et à mesure, ils vont suivre parce qu'ils vont regarder les transactions. Pourquoi moi, j'ai loué à 15 000 € à l'année alors que le propriétaire, il a loué à 18 000 ? Je vais le passer l'année prochaine à 18 000 si je peux. Okay. Donc, tu as une force majeure. Et ça, c'est important, c'est hyper intéressant pour les investisseurs qui s'y connaissent. Attention, il faut s'y connaître. Là, vraiment, on est sur des investisseurs qui ont du bagou,
des investisseurs qui sont très smart au niveau de l'investissement, qui savent de quoi ils parlent. C'est toute une étude, c'est une analyse au niveau de la probabilité, des risques, de la rentabilité. On étudie aussi ce qui se passe au niveau de l'attractivité, du développement, etc. Parce qu'on place quand même des fonds qui sont assez importants. Okay, et en plus, après, ça va dépendre. Est-ce qu'on achète un étage pour revendre? Est-ce qu'on va acheter un étage pour faire de la rentabilité? Tu vois, là, par exemple, j'étais avec un client dernièrement, on parlait de ça. C'était de la rentabilité pure qu'il cherchait. On allait chercher un plan de paiement qui était relativement long, qui s'étalait 3-4 ans après la remise des clés. Et donc, finalement, un étage à 4 millions d'euros, il le payait 2,9 millions d'euros parce que l'autre partie était quasiment autofinancée, quoi. Quasiment, il autofinance 70% de son étage. Donc, c'est hyper intéressant après demain sur le calcul de la rentabilité. Ok, super intéressant. Je pense qu'on arrive au bout de l'épisode. Merci beaucoup, Amine. Avec grand plaisir. D'avoir répondu à toutes les questions. Moi, ça me permet d'y voir beaucoup plus clair. J'espère que l'épisode vous a plu aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Amine? Sur Instagram, surtout sur Instagram. Après, on est très présent sur tous les ads qui passent, que ce soit sur YouTube, TikTok, Facebook, etc. On est très très présent, nos publicités passent partout, on est les acteurs principaux sur le marché de l'immobilier à Dubaï, on est les plus importants, on ouvre des bureaux physiques à Paris. Donc ça, c'est plein d'éléments qui vont venir justement crédibiliser notre place de numéro 1 sur le marché de l'immobilier aujourd'hui. Magnifique. On mettra les téléphone aussi, on numéro. On mettra les liens sur tous les liens de façon qui renvoient vers les réseaux dans la description et on fait un petit effet magique là au montage. Boum, tous les coordonnées d'Amine. Là, ils disparaissent. Merci beaucoup, Amine, en tout cas, pour ton temps. Merci d'avoir accepté l'invitation une fois de plus. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine.